Aujourd'hui, je vous présente un projet qui permet de setup un projet très rapidement pour du serverless sur AWS. C'est-à-dire que donc c'est ce qu'on appelle un un starter kit, un starter project. Il y a peut-être Jet30 sinon, un boilerplate et autres. Euh, Ce qui nous permet donc d'avoir une base et de juste avoir modifié quelques petits éléments et de pouvoir lancer le projet sans avoir à chaque fois à réinventer la roue, à resetup tout le projet, machin, etc. Pour ça, ce projet, il marche grâce principalement au plugin AWS SAM Webpack Plugin. Alors, on va expliquer un peu toutes les complexités, etc. Mais surtout, on va expliquer que ça masque. Typiquement, donc là, je vous avais à droite le README que je vous ai mis en affichable. Donc pour rappel, SAM, c'est Serverless Application Model, qui est une surcouche à AWS Cloud Front, Cloud Formation, pardon. Donc un autre service, c'est CloudFront. Donc CloudFormation, qui est le service d'AWS qui permet de déployer des stacks et ça, mais dédié et de rajouter des éléments supplémentaires pour faire ce qu'on appelle du serverless. Donc du serverless, pour la faire assez court, plutôt que de louer un serveur virtuel à vie, enfin à vie, le temps qu'on veut, on ne va exécuter la requête qu'à la demande. C'est-à-dire que si on a 1000 requêtes dans la seconde, on lance 1000 micro-machines qui vont répondre à cette requête et se fermer. Si on a 0 requête, on a 0 appel. Et avec les conditions d'AWS, on peut faire jusqu'à 1 million de réponses gratuitement par mois. Autant dire que pour lancer un projet, en général, on est plutôt large. C'est pour ça que le serverless est super intéressant, surtout au début. Et aussi quand on ne sait pas quels sont le volume de personnes qui va venir. Si on a un pic à 2 millions sur le mois, mais que tout le reste du mois, on est à je sais pas, 100 000 par jour, on va souvent mettre une couche de physique, donc de machines virtuelles, qui vont gérer le trafic quotidien, et on va mettre du serverless pour gérer le pic qui va être très ponctuel. Parce qu'en fait, on va pas acheter, on ne veut pas acheter des machines, on ne veut pas payer des machines pour 90% d'inutilisation. Donc c'est bon, après c'est ce qu'on appelait le FinOps, c'est-à-dire l'optimisation financière. Mais ça c'est un vaste sujet. Et là je vous donne juste voilà, une petite vision rapide comment ça se passe. Donc quelques petites commandes rapides pour déployer. Là on va voir tout à l'heure justement pourquoi il faut aller dans un sous-dossier. Donc CD c'est pour changer de dossier. Là on est sur du Bash, on est sur du Linux pour être exact. Donc c'est pas énormément requête que sur Windows, mais vous avez le Linux intégré à Windows. D'ailleurs je vous recommande fortement de l'utiliser. Ou même du Git Bash, ça marche très très bien. Quelques petits éléments, donc là c'est comment appeler l'API derrière. Si vous avez l'ID de l'interface, hein, oui, de l'interface côté API Gateway, qui est donc le service d'AWS. On va voir principalement quelques services là. Donc API Gateway qui permet de définir une API. Il fait juste l'interface, c'est-à-dire qu'on appelle l'API Gateway et c'est ce service-là qui va appeler le bon élément derrière. Ça peut être du S3, ça peut être du lambda, ça peut être un peu ça peut même être une machine virtuelle si on veut. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc lui, il ne fait que l'interface, il ne fait que la configuration de l'interface. Il permet aussi de faire ce qu'on appelle de l'A/B testing. C'est-à-dire que pour une partie du trafic ou pour tout le ou pour une période de temps seulement, plutôt que renvoyer vers un serveur, il va renvoyer vers l'autre pour pouvoir tester une nouvelle fonctionnalité, par exemple. Ou même plus loin que ça en réalité, il va faire beaucoup de choses, mais en gros, retenez que c'est juste l'interface qui permet de dire l'API est définie comme ça. Derrière, on a du lambda. Alors, lambda function, c'est tout ce qui nous permet justement de faire, ce que je disais tout à l'heure, c'est on a une requête, on monte un microservice, un microserveur qui va répondre à cette requête et fini. Après quoi, il va pas mourir directement, mais assez rapidement. Il a une durée de vie de 10 minutes grand maximum, après quoi il est kill dans tous les cas. Donc c'est pas fait pour durer. Si vous avez du traitement long à faire, ne faites pas du lambda. J'en ai vu beaucoup faire l'erreur, ça marche pas. Si vous savez si vous avez un doute si votre requête peut être longue, c'est pas bon. Vous n'êtes pas sur du serverless, ça ne marchera pas. Le serverless, c'est fait pour faire de l'éphémère. Et ça marche très très bien dans ce cas-là. Après, on peut toujours en revoir l'architecture pour le faire, diriger, faire du CQRS par exemple, etc. Bref, on peut faire beaucoup de choses, mais il faut connaître les différents éléments. Donc on va voir là ouais. Là, c'est juste les rappels des requêtes, c'est-à-dire enfin, si une API reste complète, je l'ai pas encore dit, oui. Donc là, c'est comment déployer une API REST complète en serverless. Tac, tac, tac.
Donc on va revenir là-dessus après. Je vais vous montrer comment est fait le projet. Donc le projet, il est tout bête. Normalement, sur un projet serverless, on va se retrouver soit avec un projet, chaque microservice, donc chaque petit rappel, typiquement je fais un get sur ici un to-do, bah, j'aurai uniquement le code pour faire un get sur un to-do. Ce qui est un peu lourd, parce que c'est vrai qu'il faut 36 projets. Donc une facilité qu'on fait souvent, c'est qu'on rassemble plusieurs verbes, plusieurs codes, plusieurs scripts dans le même projet. Le problème avec AWS, en tout cas en cloud formation ou en ensemble, c'est qu'il faut un dossier minimum par élément. Donc tout ça, on l'a masqué. Tout ça, on l'a masqué par le plugin dont je parlais tout à l'heure, qui était donc hop, AWS SAM Webpack plugin. C'est en fait pourquoi un plugin Webpack, hein, c'est dans le nom, qui va pouvoir faire tourner du Webpack pour régénérer tous ces dossiers pour que ce soit compatible avec CloudFormation. Je dis bien CloudFormation parce qu'en fait, SAM n'est qu'une surcouche avec CloudFormation. Il utilise tous les services de CloudFormation. Et donc ici, on va retrouver donc, alors, vu qu'on est en TypeScript et qu'on est dans le même projet, on peut se permettre de faire un modèle. Donc on va se baser ici sur les différents éléments. Donc là, il y a différents modèles. Ça va être les modèles. Bon, ici, c'est de l'insert, donc ça va être surtout du post. Ici, on va avoir euh, du patch ou du put. Et surtout du put, en fait, je crois. Ici, je ne sais pas qu'il y ait patch, on va voir. Et le modèle complet pour la base de données. Alors, les utiles, on va revenir à ça après, parce qu'il y a quelques éléments intéressants qui pourraient être montrés. Les to-do, voilà, ça ressemble à ça. Le snapshot, on va y revenir après. C'est intéressant, mais c'est pas directement lié. Donc on a à chaque fois donc un point spec, donc ça c'est des tests. Le snapshot va être utilisé dans les tests. Et on va avoir le create, get, list, update. Donc comme je disais, on n'a pas le patch. Si j'en prends un au pif, donc là le post, create, donc le post en reste, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on a quand même un petit code assez intéressant, mais on pourra remarquer que s'il y en a qui connaissent, il y a relativement peu de code technique. Je vais revenir là-dessus, ce qu'on appelle du code métier. Le code métier, c'est en fait le code business aussi, comme on l'appelle. C'est l'essence même de la partie qui est intéressante pour le client. Comment on manipule la donnée euh, qui soit vraiment, qui ait du sens qui a besoin. C'est-à-dire que si on fait une transformation en disant, tiens, je voudrais que ce chiffre, que cette date soit finalement en mois-jour ou en jour-mois, ça c'est purement technique. Dans le fond, on s'en fiche. Voilà. Par contre, si je vous dis, rajoute-moi un booléen qui me dit s'il est dans la bonne période, s'il est dans la bonne période pour de l'essai, et qu'il faut vérifier que la création du compte a été faite entre telle date, que la création de machin a été faite, etc. Ça, c'est déjà un peu plus du code métier, c'est-à-dire qu'on va ressortir du sens de la manipulation. Donc là, voilà, vous avez quelques petits éléments. Donc, bon, après, vous avez pas mal d'éléments de TypeScript. Donc ici, on crée un type TypeScript qu'on appelle insert to do model et dont on dit ici, on veut récupérer depuis le modèle, on veut pick uniquement le texte. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir uniquement voilà, un type qui a le texte du même type que celui du to do model qui est en commun. On a Dynamo, pardon, Dynamo Document Client. Alors, c'est une sous-catégorie de Dynamo qui est très très utile, vraiment. C'est-à-dire que Dynamo de base il est fait en Pascal Case, hein, ce qui peut déjà être perturbant. Et en plus de ça, il est assez lourd à configurer. Et le Document Client est une simplification énorme. Dans certains cas, on va l'esquiver parce que bah, justement, la simplification, ça amène à de la complexité en moins, mais ça masque des choses qu'on pourrait vouloir utiliser. Euh, mais pour le coup, le Document Client marche très très bien dans la plupart des cas, ce qui est franchement génial. Et donc le Dynamo, c'est quoi? C'est le service c'est un service de base de données qui est plutôt orienté NoSQL. Pour être exact, c'est un document DB. Donc ça va être une liste avec une clé et demie, deux clés en réalité. C'est ce qu'on va appeler une sort key et une key. Donc le sort key n'est pas réellement une clé. C'est utilisé comme beaucoup comme aussi. Et on va pouvoir donc stocker dedans. Mais donc pour le coup, il faut l'initialiser pour pouvoir se connecter à la base de données. On n'a pas besoin de beaucoup plus, en fait, on va configurer ça à côté. Bon, on va y revenir dans le template, en l'occurrence. Donc l'API Gateway dont on parlait la dernière fois, qui est justement
bah, on a tous les typages qui viennent de sa part. Donc ici, on vient se baser sur le type de base et on veut récupérer le body. Donc on était sur le create, donc c'est bien un post, enfin on présente presque comme ça que ça a été nommé un post pour se préparer à récupérer le body, parce qu'en get on ne récupérera pas. Là c'est des alias, hein. D'ailleurs on peut aller voir dedans rapidement. C'est des alias qui ont été préfaits et qui masquent toute la complexité technique pour justement avoir le moins de technique possible. En l'occurrence, on va le voir très vite, on rajoute quelques sécurités, des middleware. Ça va être par exemple de pouvoir gérer. On peut y voir dedans. Donc l'auto-proxy response, c'est pour gérer tout ce qui va être réécriture pour que ce soit totalement compatible d'un côté ou de l'autre. Le security, on va avoir tous les en-têtes, enfin toutes les normes de sécurité classiques de Corse, bon, en l'occurrence surtout le Corse, c'est le HTTP error et le HTTP Security Headers, qui est alors qui vient de MIDI. MIDI, c'est un plugin qui est juste génial, mais qui va vous rajouter vraiment tout ce qu'il y a. Vous n'avez même plus à y penser, en fait. C'est ça qui est génial une fois que c'est fait. Hop, et j'ai dit qu'on voulait le post, voilà, est-ce qu'on a bien un body? Donc si oui, on va le parser. Donc on va en fait, le parsing, c'est qu'on a un string qui arrive en brut, on veut le transformer en JSON, et on veut pouvoir que, en fait, dans notre application, dans notre code, on l'utilise comme JSON. On n'a pas envie à chaque fois de se dire, est-ce qu'il est en string, est-ce qu'il est en JSON? Non, là, on l'aura toujours en JSON, c'est géré par là, basta. La validation, si on a spécifié une validation, donc ça c'est dans la configuration qui est là, dans le modèle, on vérifie qu'il est compatible. S'il n'est pas compatible, on va renvoyer une erreur. Enfin, en tout cas, le validateur va renvoyer une erreur en disant tel champ, tel champ, tel champ, tel champ, tel champ ne sont pas compatibles. Veuillez revoir. Beaucoup, vous ne serez même pas impacté. Enfin, vous ne serez pas impacté. Le code va être appelé, mais pas votre code métier. Votre code métier ne sera jamais appelé. Et c'est tout. Voilà. Bon, après, ça fait aussi quelques éléments en plus, qui est la retransformation, que tous les middleware sont appelés autant en entrant dans la méthode qu'en sortant. Donc s'il y a des retransformations à faire, il les fait aussi au passage. Pour s'assurer que justement on est bien sur un string en sortie et pas sur un JSON par exemple. Alors je reviens dans le crate. Donc qu'est-ce qu'on fait de beau? On fait alors, un petit log, c'est juste parce que comme là on est de l'exemple, on veut loguer ce qui se passe, et sachant qu'on va avoir des services dédiés à ça, qui vont permettre de tout loguer et de vérifier que tout avance bien. On récupère l'objet, on a une validation. Alors, normalement, on pourrait l'ajouter au niveau du modèle. Donc là, ici, on n'a pas mis le modèle, c'est pour ça. Donc, si on avait mis le modèle, on aurait pu proposer à la validation de le faire, mais on veut pouvoir vérifier des choses plus précises. En l'occurrence, ici, on a juste voulu vérifier est-ce qu'on a un texte, c'est tout. On aurait pu mettre dans le modèle. Bon, pour l'exemple, je ne l'ai pas forcément fait. Mais on peut, voilà, envoyer une erreur, et une erreur 400 ici, donc il y a un problème sur les paramètres d'entrée. Donc on la refait manuellement et on dit, voilà, il n'y a pas de texte dans mon to-do, il y a un problème. Je ne peux pas faire ça. Donc ça, c'est une règle qui peut être métier, qui peut être technique. Ça dépend des. Moi, je serais plus sur du métier là parce que c'est quand même assez critique, mais ça peut il peut y avoir débat. Euh, Bon, si on l'a bien, on va le loguer. On vérifie, enfin, on spécifie qu'en tout cas, c'est bien arrivé. C'est une bonne pratique d'avoir des logs. Alors, faut pas en mettre trop non plus parce que sinon vous allez avoir une quantité de logs et les logs, c'est du stockage. Le stockage, c'est ce qui coûte cher dans le cloud. Enfin, quand je dis cher, c'est ce qui va coûter dans le cloud. En réalité, le CPU, la RAM, c'est pas extrêmement cher, hein, mais le problème des logs, c'est que la plupart d'entreprises ne pensent pas à avoir à avoir une durée de vie, ce qu'on appelle un TTL, un time to live. Typiquement, est-ce que des logs de 6 mois ont encore du sens? Est-ce que vous pensez vraiment que un an après les logs, ça a vraiment du sens? L'application a changé 3 fois, on ne sait même plus d'où viennent ces logs, on ne sait même plus comment ils ont été générés, ils n'ont plus forcément de sens. Donc, est-ce que c'est vraiment utile de les garder? D'un point de vue sécurité, si on est sur du financier, par exemple, ça peut être intéressant. Sauf qu'on va standardiser un peu tout ça, on va stocker ça un peu différemment, et on va mettre ça dans, par exemple, du S3, enfin, en hibernation, dans des couches qui coûtent moins cher sur le stockage long, parce qu'on sait qu'on ne va pas l'utiliser. Mais bon, très de, de discrétion, je peux durer très longtemps comme ça.
On récupère le modèle. Alors le modèle, on va le recréer, c'est-à-dire que là, on a le modèle de la base de données, celui qu'on veut injecter. Euh, on récupère les datas. Bon, en l'occurrence, c'est surtout le texte, hein, parce que c'est tout ce qu'on a mis dans le modèle d'entrée, tout ce qu'on veut. On le recaste d'ailleurs. Et on veut rajouter, bah, par défaut, il n'a pas été checké. La PK, donc c'est la primary key, donc la clé primaire. La clé principale, celle qui va permettre enfin l'ID, si vous voulez. Donc pourquoi on va générer un UID? UID, bon, c'est très simple, c'est un type d'ID qui est généré avec, je sais même plus combien. Oh, ça va être de la forme approximativement, allez, je crois qu'il me manque un 0 ou 2, mais de cette forme-là et qui vous dit que si vous allez générer toutes les secondes pendant un siècle, vous avez peu de chances qu'il y en ait deux qui se retrouvent, hein. Voilà. C'est qui est assez rapide à générer et extrêmement efficace. Le check, donc on n'a pas fait à to-do encore. La date de création, la date de mise à jour. Le timestamp est commun pour pas avoir à le régénérer à chaque fois, même si la différence sera quand même très faible, on ne sera même pas de la milliseconde là. Et après, on va faire donc un dynamo put. C'est-à-dire que si. Alors c'est quoi un put? La différence entre le put et le post, c'est que le post il vient créer. Le put, lui, par défaut, il vient écraser l'existant. C'est-à-dire que si ça n'existe pas, il crée. Si ça existe déjà, il écrase. Donc on a rajouté une petite condition. Alors déjà, on précise la table où est-ce qu'on va modifier. Donc c'est le nom de la table. Alors bien sûr, dans le cloud, il faut toujours des droits, etc. Mais ça, on va y revenir. Ce qu'on va venir écraser. Donc vous voyez qu'ici, on est en Pascal case. Donc on a des majuscules au début des mots. Et après, on est souvent en camel case. Donc ça, c'est vraiment parce que parce que tout AWS est en Pascal case. Parce qu'à la base, ils font du Python. Et en Python, on fait du Pascal case par défaut. Alors qu'en Node, en JavaScript et en TypeScript, en général, on est en camel case. Rien n'empêche de faire du Pascal case aussi, hein, ça marcherait. Et donc voilà, la condition qui est ici, c'est attribute not exist. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va récupérer une erreur si ça existe déjà. C'est un petit trick ça, qui est extrêmement utile. Plutôt que de faire une première requête pour dire est-ce que cette clé d'accès existe déjà? Oui, non. Là, on veut être totalement, on veut le faire en une seule requête. Plutôt que de faire la vérification et l'envoi, on fait l'envoi. Et s'il y a une erreur, on la récupère directement. Extrêmement efficace. Ça permet de diviser par deux toutes les requêtes. C'est quand même assez utile. Sachant que ce qui dure le plus longtemps, quelle que soit votre application, dans la plupart des cas, ça va être le temps de latence de communication entre les services. C'est même pas le service le temps qui répond, c'est vraiment le temps de latence de la réponse. C'est-à-dire le trafic réseau, le temps d'envoi et le temps de réception, c'est ça qui dure vraiment du temps. Et voilà, c'est tout. Là, on envoie, on retourne l'objet qui a été créé, donc on va retourner avec le bon ID, le bon machin, etc. Euh, et on est tout pour. Bon, super. Alors, je ne vais pas vous faire tous les éléments parce qu'ils sont plus ou moins courts, plus ou moins longs. Ici, bon, on fait du scan. Pas très beau le scan, hein. Mais ça, je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui. Euh, pour vous expliquer un peu vite fait le principe, donc c'est le template. Alors, le template, c'est la description de l'architecture de notre application. Donc, on a une petite description, et rien de très folichon. Du global, c'est pour pas avoir à le redéfinir à chaque élément. Quelques petits paramètres d'entrée, ça peut être pratique. Ici, c'est une clé totalement aléatoire, hein. Y a pas de, je vous rassure, il n'y a rien de sécurisé derrière pour l'instant. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez à la place. On est sur du Note 12, on pourrait être sur du Note 14, hein, bien sûr. Un stage, donc là c'est le paramètre qui est ici en stage, ça va être le nom de l'environnement côté API Gateway. Par défaut, il en a un, mais il s'appelle prod d'ailleurs. Pour le coup, on essaie d'en créer un par nous-mêmes en général. Et c'est là où c'est extrêmement utile, c'est que typiquement ici, on va créer notre table Dynamo en très peu de mots. Ça, c'est grâce à Sam qui nous simplifie énormément les choses. Sinon, il faudrait avoir la taille de l'écran en termes de configuration pour avoir la même chose. Le log group, donc ça va être justement pour récupérer, enfin, c'est où est-ce qu'on va envoyer nos logs, en partie en tout cas, parce qu'on va avoir les logs de l'API Gateway, les logs de Lambda, les logs de Dynamo, potentiellement plus si on veut en faire plus. Et si on précise, voilà, le TTL dont je parlais tout à l'heure, on a un jour de rétention. Après quoi, c'est supprimé.
Le Logging Group, donc on a toujours des permissions dans tous les sens. Ça, c'est assez long à mettre en cause, mais pour ça, quand vous avez un modèle qui est préfet, utilisez-le, ça vous gagne beaucoup de temps. Idéalement, il faut toujours être au minimum des permissions utiles. Si vous en mettez trop, c'est que vous êtes trop permissif, donc vous créez des failles, tout simplement. Je passe sur tout ça, c'est de l'API key pour pouvoir justement l'appeler avec la bonne API key, le usage plan pour pouvoir limiter le nombre d'appels par personne qui appelle, avec du burst, du rate, etc. Donc ça, c'est toutes les configurations. Bon, 5000 par jour, je pense qu'on est tranquille en termes de quota. Et surtout, voilà, on va définir notre API avec le core, ce qui va bien. Donc le core, c'est le fait de pouvoir dire toutes les bonnes choses. C'est ce qui embête beaucoup de développeurs quand ils font des tests en local. Comment je dis que mon API ne doit répondre qu'à un seul site et pas aux autres. Et ouais, elle permet aussi de répondre, voilà, quelles sont les méthodes qui sont reconnues ou non. Typiquement, là, on n'a pas le patch. Tout simplement parce qu'on n'a pas le patch là-haut. La modification n'est pas là. Pardon, pour le cas du put, enfin, pour le cas du to-do, le put suffit largement en réalité. On va toujours venir écraser sans trop se soucier. Ah, excusez-moi. Donc le groupe, etc. Gna. Et là, on va arriver à une partie intéressante. On va peut-être passer sur le create directement. Ça, c'est la définition de notre code pour le create. C'est-à-dire que pour le post. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a qu'on veut récupérer le src to-dos. src to-dos, on est là, en src to-dos. Et on veut récupérer le create.handler. Create, ouvrir à gauche, très facile. Create.handler, donc on est sur le fichier create. Et on veut récupérer le handler. Voilà. Alors, ça marche pas aussi facilement avec juste ça, hein. C'est là où justement le petit webpack marche bien. Euh, et on va juste finir avec ça avant de vous montrer ça. Donc le policies, c'est les droits, c'est tout ça. Alors, on est un peu permissif là, parce que pour le coup, on ne donne pas les droits que sur l'action qu'on fait qui était le put, on donne les droits du CRUD. C'est-à-dire qu'on a vraiment les droits de put, de get, etc. Donc si quelqu'un arrivait à attaquer notre code, il pourrait s'amuser à faire ici du dynamo, .put, .get, .list, .scan, ce qu'il veut. Donc idéalement, on aurait pu réduire un peu ici. C'est déjà pas mal de ne pas avoir les droits d'administration de la base de données. J'ai trop souvent vu en prod, ce qui est dommage. Et les événements, on a dit qu'on va appeler, on va se référencer sur l'API qu'on a référencé plus haut, donc l'API Gateway. Et on veut se mettre sur un to-do en poste et on va appeler ce code-là. Au passage, on a l'environnement pour récupérer la table Dynamo qu'on peut modifier. Et c'est bien d'avoir la même table dans les droits que la table d'environnement, parce que sinon on aura une table auquel on n'a aucun droit d'accès. Donc on aura pas mal d'erreurs, ce qui est dommage. Voilà, tac tac tac. Et donc, qu'est-ce que ça simplifie tout ça? Ça se passe dans ça, mais en fait, quand on va builder l'application, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier le template. Donc, vous voyez pas mal d'espace en moins. Et en l'occurrence, si on va sur le template, il a modifié. Ici, on n'est plus sur du SRC, il ne vise plus le fichier, il vise carrément un dossier. Et ici, c'est le to-do create. Et le app.handler. Et là, ça a changé, c'est plus create, c'est app. Ok, si on ouvre ça, et on voit qu'il y a deux choses. Donc, un app.js, donc c'est le code qui a été simplifié. Parce que oui, une des grosses simplifications qu'il fait, c'est qu'il va récupérer, normalement, chaque dossier doit avoir son propre node module. On a simplifié tout ça, c'est déjà minifié, enfin, c'est pas minifié, mais c'est déjà, le Webpack a déjà fait un bon passage et a récupéré seulement les includes, les imports dont on a besoin. S'il n'en a pas besoin, bien sûr, il n'a pas tout pris en compte, heureusement d'ailleurs. Sinon, on serait vite très lourd. Mais toute cette simplification-là est déjà faite. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un projet JS, un projet Node, chacun de son côté, etc. Webpack nous le génère et nous génère même pas besoin, il génère juste le fichier. Et le JS ici, c'est pour enfin le point map, c'est pour pouvoir faire des références en cas d'erreur pour pouvoir remonter à la bonne ligne sur la partie droite. Alors, c'est très lourd, c'est peut-être le truc le plus lourd, mais c'est extrêmement pratique pour pouvoir faire du debug. Et pour le coup, je vous conseille de le garder, même si ça alourdit un petit peu, bon, on n'est pas non plus à quelques kilos près.
Et donc tout ça, voilà, c'est ça que tout ce que fait enfin, cette simplification énorme. Donc normalement, je le répète, vous devriez avoir un dossier pour chaque application avec un paquet JSON, un autre module pour chacun des sous-éléments. Ce qui est très très lourd. Alors ça se fait, on fait dans ce cas, on fait des monorepos ou équivalents, on va faire des requêtes globales qui viennent builder toutes les applications, etc. Mais ça reste lourd et ça laisse beaucoup d'outillage pour le faire, alors qu'un plugin ici suffit largement. Et après, je vais vous montrer rapidement les tests. Parce que quitte à faire tout ça, autant acheter des tests pour que ce soit propre. On en fait trop peu souvent, malheureusement. Et pourtant, ça aide énormément à maintenir son application et à vérifier des erreurs ou même juste des tests de non-régression. C'est-à-dire, on a fait une erreur sur un truc annexe qu'on pensait pas avoir modifié, ça marche plus. Ouais, bah en fait, vu que nous on teste notre feature, bah, on n'est même pas au courant que ça marche plus. Donc on envoie ça en prod, et puis en prod, on est un peu déçu quand ça marche plus et que le client nous dit il y a un problème. Donc c'est aussi pour vous montrer comment on peut facilement, enfin facilement, c'est pas si facile. Mais on peut moquer AWS, hein, que tous les appels qui se font entre les microservices. Par exemple, si je veux appeler Dynamo, je vais pas appeler le vrai Dynamo. Je vais pas appeler une base de données, même si elle est en dev, même si elle est en prod, etc. Je ne veux même pas les appeler tout court. C'est ce qu'on va appeler des tests d'intégration dans ce cas-là, ou des tests end-to-end. Et encore, il y a des débats pour les tests d'intégration. Mais pour un test unitaire, on ne veut surtout pas appeler à l'extérieur de notre boîte noire. Ce qu'on va tester, c'est le code. Tout ce qui est à l'extérieur du code, c'est des mocks. Donc les mocks, c'est on va faire des faux éléments de réponse et on va catcher les appels pour les changer. Enfin, pour répondre à la place. Donc ce qu'on fait, voilà, c'est qu'on va injecter des verbes d'environnement, on précise notre petite table. Très bonne part. Ça, c'est du jest, hein, pour le coup. On reset les éléments, c'est toujours intéressant. Reset les modules, ça, c'est juste pour être tranquille, qu'on ait bien tout qui soit remis à zéro. Et enfin, l'environnement, on réapplique l'environnement pour être sûr que s'il y a eu des modifications, on est vraiment entièrement reset. Donc ça, c'est vraiment... L'environnement est propre. Entre chaque test, donc before each test, avant chaque test, on va tout refaire propre. Et après chaque environnement, enfin après tous, donc vraiment à la toute fin du fichier, on va restore l'environnement comme il était avant, au cas où d'autres pourraient se baser sur un truc. Bon, si on a bien tout c'était exactement comme on le voulait, il n'y a pas forcément besoin, mais c'est toujours plus propre de le mettre si quelqu'un voulait reprendre le code et le réutiliser, quoi. Et je reviens sur les mocks qu'on va réécrire. Donc là, on va faire un appel relativement simple, on fait un appel à Dynamo. Donc on va créer un simple event, donc c'est celui qui est dans les utils. Donc c'est un truc qui est commun pour le coup. On va y voir dessus dedans. Voilà, ça c'est un appel qui est bon, un appel réel qui a été anonymisé pour être exact. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments, hein. C'est aussi pour ça que la partie technique masque beaucoup de cette complexité, parce que la plupart du temps, tout ça, on s'en fiche. On va récupérer rarement le header, mais ça peut arriver. On peut récupérer bon, le body, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ici, il n'y en a pas. Enfin, il est là, mais il est nul. On va récupérer aussi le HTTP méthode, on va récupérer quelques éléments comme ça. Le pass, ça peut être utile, même si en général, s'il arrive dans la méthode, c'est que déjà il a appelé le bon pass, donc que l'API Gateway nous a renvoyé. Et on va s'amuser. Hop là, je suis pas sur le bon. Donc, on stringifie, enfin, on génère un body qu'on rajoute à cet événement de test, et on va faire un test. On appelle le handler avec l'événement complet, pour que la partie technique puisse l'utiliser. Et là, on fait un truc qui est un peu marrant. Enfin marrant. C'est à la fois extrêmement rapide, et à la fois, ça peut faire très peur. On fait un expect to be match snapshot. Alors ça, c'est génial. En gros, tout ce qu'on lui dit, c'est on veut s'assurer que ça marche par rapport au dernier test qu'on a fait. Alors, le résultat, c'est quoi? En gros, le snapshot, si je prends le map là, c'est un truc qui est un petit peu, qui est une liste un peu à rallonge, là, et qui nous dit, pour le test 1 ici, je veux que l'objet soit égal à ça. Ça, c'est ce qu'a retourné la réponse la dernière fois qu'on a financé les tests. Et pour le coup, il fait juste de la comparaison de tests. Il ne fait pas de vérification lourde, machin, etc. Il fait juste est-ce que c'est égal? Point, fini.
Et si c'est pas égal, il nous donne la différence. Et alors, pour le coup, le test pète, parce que bah, vraiment, il est plus égal. Mais c'est intéressant parce que ça nous permet de faire un test extrêmement rapide sur tout et de nous dire est-ce que c'est logique que ça a été modifié. Et donc, comme je peux voir la différence de modification, je peux vérifier si ça marche vraiment. C'est-à-dire si la fonctionnalité a été modifiée comme je le souhaitais. Et si c'est le cas, on peut mettre à jour et c'est fini, on peut envoyer la sauce. Et en même temps, comme vous pouvez le montrer, on peut même relire ce qui a été renvoyé pour, lors d'une peer review, par exemple, vérifier ça. Ça peut faire très peur parce que oui, il suffit de dire: «Oui, c'est bon, la fonctionnalité a changé, c'est bon, j'envoie». Alors c'est la responsabilité du développeur, bien sûr, de vérifier que c'est bien ça qui a été envoyé ou au moins dans la peer review aussi, de vérifier que, bah, c'est bien le changement qui était bon. Mais ça accélère énormément les tests, même si c'est un peu plus facile d'envoyer une mauvaise valeur, si on valide un peu trop rapidement. À côté de ça, on vérifie qu'il n'y a pas eu d'erreur, ça pour le coup, c'est vraiment pour s'assurer que on pourrait faire que du snapshot, hein, en soi, en disant, ici on fait au lieu d'un to be nul, un to match snapshot aussi à la place. Ça pourrait marcher très très bien. To be called with, donc là on va vérifier que bah, l'élément qu'on a créé c'est bien celui qu'on a mis en entrée. Ça pourrait être logique, enfin ça pourrait être non utile, parce que s'il y a des renommages ou juste on a mis un nom en dur dans la méthode, c'est pas forcément bon. Donc même si on a fait le snapshot, on se sécurise comme avec les éléments derrière, hein. C'est vraiment la sécurité, mais les sécurités plus dures. Et après, je vous ai fait info, logs et errors. Alors ça, c'est assez intéressant. En fait, ce qu'il y a dans ce test-là, et c'est à ça que sert beaucoup de choses, c'est que si je vais bah, dans le logger, tiens, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on écoute tous les logs d'accès. Tous les logs d'accès sont écoutés, et c'est ce que fait le reset d'ailleurs. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des logs, on les rajoute. Et ici, on peut récupérer dans les inputs de notre. Enfin, on peut store les logs. Donc, on peut récupérer les logs qui ont été envoyés par l'application. Autant en log, en info et en erreur. Ce qui permet ici là, de nous faire un snapshot très pratique. Donc, vraiment, on n'a pas besoin d'y penser de trop. Normalement, il y a enfin, il y a assez peu de logs, mais je vous ai montré que j'en ai quand même rajouté. Donc ici, typiquement, on n'a pas eu de log du tout. Mais on pourrait en avoir. Là, je le vois pas tout de suite. Mais en gros, c'est vraiment pour simplifier et pour en fait s'assurer que les logs n'ont pas changé. Alors, en soi, c'est peut-être ce qui changera le plus durant la vie de du code en lui-même. Et derrière, on veut s'assurer que typiquement, là, on a bien euh, un texte manquant. Si on oublie de mettre un texte, oh la vache. Typiquement, là, on n'a même pas mis la propriété, c'est-à-dire qu'on aurait pu mettre aussi hop, un texte vide qui renverrait aussi l'erreur. On devrait même faire un autre test pour le tester aussi. Donc voilà. Et avec ça, je pense que vous avez à peu près vu que il est facile. Enfin, pour ceux qui connaissaient déjà le serverless et qui connaissaient pas ce genre de méthode, ça simplifie quand même largement le code. Et en fait, pour ceux qui n'ont jamais vu, j'espère que je vous ai convaincu qu'on peut faire du serverless sans aucune complexité réelle. En tout cas, en limitant très fortement la complexité. Et juste en quelques méthodes, de venir déployer le tout dans un compte AWS. euh, enfin, vraiment en deux lignes, hein. Alors ça peut très facilement s'automatiser aussi avec du GitHub Action, avec du GitLab CI et compagnie. Et d'ailleurs, je vous ai fait bah, une formation complète sur serverless il y a quelques temps, là, qui va très en profondeur pour montrer étape par étape comment on arrive à ce niveau-là, en partant bien sûr des toutes premières couches pour comprendre vraiment toute l'évolution au fur et à mesure, pour vous expliquer vraiment toutes les problématiques qu'on peut avoir, et aussi qu'est-ce qu'on masque et quels sont les fonds, parce qu'à chaque fois qu'on monte enfin qu'on simplifie, on masque des possibilités. Et ça, parfois, c'est dommage. Donc parfois, il faut un petit peu revenir en arrière pour récupérer des éléments intéressants, comme par exemple si dans la requête en amont, on avait voulu récupérer des variables dans le header, parce que le body ne suffisait pas, comment on fait pour récupérer ça? C'est pas toujours simple. Donc je vous ai mis dans la description une de mes, enfin la formation que je propose. J'ai mis une grosse promotion parce que mon but c'est aussi
de faire connaître parce que comme je travaille avec l'entreprise autant en start-up qu'en grande entreprise et je vois beaucoup d'erreurs et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des moyens de simplifier énormément. Pour vous donner un exemple, j'ai fait une application complète qui fait dans les 100 000 visites par mois et qui pourrait monter à 500 000, oui, 400-500 000 visites par mois sans problème pour 60 centimes. Je pense qu'en termes d'optimisation, c'est compliqué. En gros, l'astuce, c'est que en faisant du serverless full, si vous êtes en dessous du million d'appels, alors c'est 1 million d'appels. Sauf que là, dans cette application-là, il y avait 2 appels par utilisateur en moyenne. C'est pour ça que je peux taper les 500 000 pour pouvoir taper 500 000 utilisateurs qui font 1 million d'appels. Et pour cette application-là, donc on a fait tout le site en serverless avec un S3 et on s'est amusé. Sauf que malheureusement, le nom de domaine, il y a 60 centimes à payer. C'est dommage quand même, hein. Alors, c'est pas pour payer le nom de domaine, c'est pour payer le Route 33 qui est le service. Route 52? Route 52. Bref, le service qui gère le DNS côté AWS pour pouvoir mettre son propre nom de domaine. Voilà, c'est proprement. Mais, euh, mais tout ça, donc ces optimisations, on peut aller très très loin. Après, comme je dis, c'est aussi beaucoup du FinOps, donc ça c'est du optimisation financière. Alors, c'est pas ce que veut dire FinOps, hein. FinOps, c'est un opérationnel financier. Enfin, euh, financial opérationnel. Voilà, donc la formation que je vous propose, là, qui est en serverless, c'est une formation qui est assez lourde, qui vous montre beaucoup d'exemples. C'est vraiment, je ne veux pas vous prendre sur la théorie de la théorie de la théorie. C'est du code, du code, du code. Pourquoi il marche comme ça, comment il marche comme ça, comment on fait pour monter écran par écran, euh, et comprendre le serverless, pouvoir faire du serverless vraiment le plus efficacement possible, comprendre à quoi servent les middleware donc, que je vous ai montré, comprendre pourquoi les complexités que vous pouvez avoir ici, là, dans le template, hein, par exemple. Vous avez énormément, enfin, c'est vrai que c'est un problème du cloud en règle générale, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu dans tous les sens et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. C'est pour ça qu'au moins être pris par la main, oui, on peut dire ça. Au moins on trouve, on sait qu'on a un chemin, on peut le suivre. Bien sûr, je vous fais tous les petits problèmes. Et l'un des premiers que je vous fais, les premiers chemins que je vous fais, ça va être comment configurer un compte AWS et comment s'assurer de ne rien payer. Parce qu'en fait, toute la formation derrière, tout le monde qu'on fait le serverless sans rien payer du tout. Et à recevoir une alerte s'il y a le moindre problème que vous puissiez payer. Parce que c'est un piège du cloud. Vous pouvez vous faire avoir, acheter une machine virtuelle par exemple, et pour le coup qu'elle devienne payante au bout de quelques jours, quelques mois, selon la puissance que vous avez demandé. Et ça peut être dangereux, enfin pour j'ai des amis, j'ai des personnes qui peuvent payer 10 000 euros par mois, enfin 10 000 euros pour un week-end, parce qu'ils ont lancé beaucoup, beaucoup, beaucoup de machines. Euh, c'est pas le but de cette formation. Si ça devient payant, à chaque fois, je vous le dis et je vous montre comment ça se passe ou pas. Et vous pouvez avancer serein. Donc là, c'est du 1 million d'appels sans aucun problème, gratuitement. AWS gère ça très très bien. Et je ne parle même pas, là je parle du free tier, et je parle même pas de l'offre qu'ils proposent, qui est que pour la première année, ils offrent encore plus de choses. Là, je parle même pas de ça, parce que si vous voulez que ça dure plus longtemps, autant rester sur le niveau en dessous. En tout cas, ça se passe dans la description en dessous. Et je vous dis à la prochaine.